Très bien, donc on va commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Louise Château, chargée de communication et de programmation culturelle à l'Alliance française de Rotterdam. Bienvenue à tous à notre table ronde à la veille des élections Regards croisés France-Pays-Bas, organisée par l'Alliance française de Rotterdam en partenariat avec les alliances de La Haye, d'Amsterdam et d'Utrecht. Cet événement a donc lieu en ligne, en direct, et il sera enregistré. La crise en Ukraine polarise toute l'actualité et a raison. Pourtant, nous sommes à la veille d'un scrutin très important en France, les présidentielles, le lendemain des élections municipales. C'est pour parler des enjeux de la campagne présidentielle que nous sommes ici ce soir. Nous avons décidé de profiter de ce contexte pour décrypter l'actualité politique de la France et du pays dans lequel nous vivons, les Pays-Bas. Nos invités vont donc vous aider à y voir plus clair. Nous accueillons ce soir Francis Mézières. Bonsoir à tous. Les journalistes Antoine Moutot. Bonsoir. Et Stéphanie Vandenberg. Et nous avons également Jean-Pierre Strobants qui va nous rejoindre et qui a juste un petit retard. Voilà. Et Sophie Van Leeuwen. Et Sophie Van Leeuwen, excusez-moi. Bonsoir. Merci à tous d'être présents ce soir. Donc tout d'abord, je vais laisser Francis Mézières, spécialiste de la politique française, vous présenter le système présidentiel français et les candidats aux élections d'avril. Francis, la parole est à vous. Donc, je commence. Simplement, je voulais introduire cette table ronde pour montrer pourquoi l'élection présidentielle en France est l'élection principale, le moment le plus important de la vie politique. Ça tient évidemment au rôle spécifique du président de la République en France. En fait, ce que je voulais montrer, c'est que le régime de la Ve République, l'édifice de la Ve République, reposait sur deux piliers très importants. Le premier pilier, c'est donc la photo que j'avais mise qui représente la Constitution française. Le premier pilier, c'est le texte de la Constitution française de 1958, puisque la Ve République a été créée en 1958. Et donc, ce texte, en lui-même, donne un très grand nombre de pouvoirs au président de la République. Ça, c'est le premier point. Mais la deuxième pierre de ce premier pilier, que vous ne verrez pas parce qu'elle est cachée, c'est la première réforme constitutionnelle de 1962 qui institue l'élection du président de la République au suffrage universel. Avant, ce n'était pas le cas, c'était le Parlement, le suffrage universel. Ça, c'est voulu par De Gaulle, c'est vraiment la clé de voûte de son œuvre et fondateur de la Ve République. Et puis j'ajoute, troisième pierre à ce premier pilier, c'est le système d'élection, le scrutin. Aux Pays-Bas, vous avez le scrutin proportionnel, comme dans beaucoup de démocraties. Ici, nous avons un scrutin très particulier qui s'appelle le scrutin majoritaire uninominal à 2 tours. C'est un scrutin qui permet de donner au président de la République une majorité au Parlement. C'est-à-dire c'est un système qui permet de favoriser les grands partis et le parti principal. Et c'était vraiment un souhait du général de Gaulle pour éviter toute instabilité gouvernementale. De Gaulle en a profité dès 1962, j'aurais voulu vous le montrer, mais on ne verra pas sur la diapositive. Et Macron en profite aujourd'hui avec son parti En Marche. Le régime de la Ve République a tous les attributs d'un régime parlementaire, si on regarde le texte. C'est-à-dire que nous avons un Parlement qui exerce le pouvoir législatif avec 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui sont élus par le peuple et qui votent les lois et votent le budget. Et donc, et ensuite, normalement, d'après le texte, ce Parlement contrôle le gouvernement qui exerce le pouvoir exécutif, d'après le texte. Or, première parenthèse ici, j'aurais voulu vous montrer sur le schéma, le contrôle exercé par
Le Parlement sur le gouvernement est un contrôle extrêmement complexe, extrêmement difficile à mettre en œuvre. Et finalement, depuis la Ve République, il n'y a qu'une seule fois que le Parlement réussit à renverser le gouvernement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est plus important, c'est que l'exécutif français est bicéphale, c'est-à-dire avec, eh ben voilà. Ah, voilà. Voilà. J'arrange là. Vous en êtes Voilà. ça en français, vous êtes à la deuxième, hein, c'est ça? Oui, deuxième, c'est ça. On est bien là. Vous arrêtez. Alors voilà, parfait. Parfait, Je vais pouvoir au moins montrer avec la flèche. Vous voyez la flèche, non? Oui. Ouais. Donc, le point le plus important, c'est que l'exécutif en France est bicéphale, avec un président de la République doté de vrais pouvoirs, et non pas comme en Italie ou dans d'autres pays, dans d'autres démocraties parlementaires, où le président de la République a un pouvoir plus formel qu'autre. Mais ici, il a de vrais pouvoirs. Alors, vous pouvez passer, appuyer. Voilà, par exemple, il nomme le gouvernement. Et quand je dis nommer, ce n'est pas formel. C'est vraiment le président de la République qui choisit son Premier ministre, qui choisit ses ministres, et ses ministres et son Premier ministre sont dépendants totalement du président de la République. Ça, c'est extrêmement fort. Ensuite, vous avez mis une flèche ici, peut dissoudre, c'est-à-dire que le président de la République a la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Et croyez-moi, sous la Ve République, on a eu plusieurs cas de dissolution. Ici, j'avais mis une flèche pour rappeler que depuis 1962, donc première élection en 1965, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Ça, c'est fondamental également, parce que au suffrage universel direct, ça veut dire qu'il est en concurrence directe avec le Parlement, qui est aussi élu au suffrage universel. Ça donne au président de la République une légitimité particulière. Voilà. Je crois que j'ai encore une flèche. Allez-y, avancez. Voilà. Encore une fois, avancez un clic. Voilà. Également, le président de la République a la possibilité d'interroger le peuple par référendum, c'est-à-dire au-dessus du Parlement en quelque sorte. Et les présidents de la République française ont utilisé le référendum, surtout De Gaulle au début pour les questions les plus importantes, ont utilisé pendant la Ve République. Donc vous voyez un pouvoir très important. Mais si je revenais à la première diapositive, ne revenez pas, ce n'est pas nécessaire, mais la première diapositive, j'avais mis premier pilier, c'était la Constitution, mais il y a un deuxième pilier. Le deuxième pilier, c'est l'interprétation de la Constitution. Et ça, c'est aussi important. C'est-à-dire que depuis le début de la Ve République, l'interprétation, la mise en œuvre du texte de la Constitution est faite dans un sens gaullien, dans un sens présidentialiste. Et ça, tous les présidents de la République, depuis De Gaulle jusqu'à Macron aujourd'hui, l'ont mis en œuvre. Même ceux qui étaient totalement opposés au départ. Par exemple, François Mitterrand qui, au début, en 1958, était le principal opposant au général de Gaulle, qui parlait de coup d'État permanent en parlant du système de la Ve République, eh bien, le général de Gaulle, François Mitterrand, en 81, il a parfaitement utilisé cette Constitution dans le même sens présidentialiste. Donc, vous voyez que c'est vraiment le fondement de la Ve République. Si vous voulez passer à la diapositive suivante, voilà. Si bien que nos amis étrangers et les opposants au régime français ont souvent accusé la Ve République d'être une sorte de monarchie républicaine, en disant oui, c'est français finalement, ils aiment bien les rois, etc., etc. Et ça s'est traduit souvent par des caricatures très célèbres, comme celle-ci, par exemple. Vous voyez De Gaulle caricaturé chaque semaine dans un hebdomadaire célèbre en France, le Canard enchaîné, caricaturé ici, vous voyez, en Louis XIV, hein, en Louis XIV, par le dessinateur Moissan. Si vous voulez avancer,
Et ceci, ça va jusqu'à Macron. Voilà Macron ici, par exemple, caricaturé dans le journal Le Point. Vous voyez, alors là, c'est entre roi, Dieu, Napoléon. Vous voyez, c'est un peu un mixte. On a souvent appelé comment dire, Macron Jupiter. Et puis, clic suivant, en passant par Giscard d'Estaing, avec cette célèbre couverture du Nouvel Observateur qui lui a coûté cher au moment de l'élection de 1981. Diapositive suivante. Merci. Par contre, pour le Premier ministre, alors là, la situation est différente. Hein. La place du Premier ministre, c'est la place la plus inconfortable de la Ve République. Le Premier ministre, il se trouve un petit peu entre le marteau et l'enclume. Voici ici une caricature qui date de 1974. Vous voyez, elle n'est pas toute neuve. C'est une caricature du dessinateur Plantu dans le journal Le Monde. En 1974, Le Monde, le journal de Jean-Pierre, que je salue en même temps. Et il montre Chirac, Premier ministre, en train de lire devant l'Assemblée nationale son programme, le programme de son gouvernement. Et regardez, sous le pupitre, on trouve Giscard d'Estaing, président de la République, en train d'écrire ce programme. Vous voyez, ça dit tout de la place du Premier ministre. Image suivante. On trouve la même caricature ici sous Macron, puisque vous avez Macron ici en Jupiter, qui s'adresse à son Premier ministre et qui lui dit « Ah, Hercule, tu tombes bien, je t'ai préparé une petite liste de travaux. » Et je peux vous dire que la liste, elle est longue. En fait, c'est le programme du gouvernement. Eh bien, voilà un petit peu les fondamentaux de cette Ve République. C'était un peu rapide et puis un peu compliqué. Mais maintenant, nous allons passer, si vous le voulez bien, rapidement à la présentation des candidats à l'élection de 2022. Donc, ça doit être… Voilà. Alors, cette année, encore une fois, nous avons de nombreux candidats. Nous en avons 12. Nous avons d'abord 2 candidats, vous pouvez en mettre 2 s'il vous plaît, la suivante, 2 candidats d'extrême gauche. Alors ça c'est une particularité française, hein, d'avoir encore aujourd'hui 2 candidats qui se réclament du trotskisme. D'ailleurs ce sont des candidats qui sont très connus, ils se sont présentés déjà plusieurs fois. Leur programme est anticapitaliste, le pouvoir aux travailleurs, enfin assez classique dans cette mouvance. 2 candidats, donc, Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière, le parti Lutte ouvrière, et Philippe Poutou pour le nouveau parti anticapitaliste. Alors, ce sont des travailleurs, eux, c'est-à-dire, ils ne sont pas des hommes politiques, ce ne sont pas des politiques professionnels, ce sont des gens qui ont exercé des professions. Voilà, on continue. Ensuite, vous avez 2 candidats de la gauche radicale. Vous avez d'abord Fabien Roussel. Alors, Fabien Roussel, il représente le Parti communiste français. Alors, c'est important parce que depuis 2017, le Parti communiste français n'avait plus de candidats. Et le Parti communiste soutenait Jean-Luc Mélenchon, dont je vais parler tout à l'heure. Et cette année, le Parti communiste a décidé d'exister pour lui-même, de présenter un candidat, Fabien Roussel, qui n'était pas très connu, mais qui mène une campagne très active et qui récolte des sympathies assez importantes. Candidat, évidemment, beaucoup plus important en termes d'intention de vote, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui est bien connu, qui vient du Parti socialiste, qui a été longtemps au Parti socialiste, qui a quitté le Parti socialiste, qui a fondé son parti de gauche radicale, qui est considéré comme le candidat aujourd'hui le mieux placé, enfin celui qui va remporter à gauche le plus d'intention de vote. Je pense qu'il est connu un petit peu aux Pays-Bas. Il est connu aussi pour ses coups de gueule, pour son franc-parler, etc. Donc son parti politique s'appelle La France Insoumise. Vous voyez le titre, La France Insoumise. Sur ses affiches, il met l'Union populaire parce que bon, il a agrégé quelques petits partis autour pour faire une sorte d'union. Voilà. Ensuite, on continue avec la gauche social-démocrate,
avec Anne Hidalgo. Anne Hidalgo qui représente le Parti socialiste et qui est connue pour être la maire de Paris. Elle a été réélue en 2020 comme maire de Paris. Donc, voilà pour le Parti socialiste. Ensuite, vous avez un candidat vert, vous avez le candidat écologiste, Yannick Jadot, qui... Alors, je vous dis juste une petite parenthèse sur lui. Évidemment, c'est le seul candidat qui a tout son programme autour, enfin, une grande partie de son programme autour de l'écologie. Jean-Luc Mélenchon, pour partie, les autres candidats ne font pas de ce sujet le sujet central. Donc, Yannick Jadot, particularité, il a été désigné par une primaire populaire, c'est-à-dire que tout le monde était invité à voter à la primaire écologiste. Et c'est à peu près 100 000 personnes qui se sont inscrites et qui ont départagé les candidats écologistes, et il a été désigné, au bout du compte, comme le représentant des écologistes. Voilà. Ensuite, je continue avec le candidat président, ou le président candidat, Emmanuel Macron, son parti donc s'appelle En Marche. Vous savez que le président Macron s'est déclaré candidat au dernier moment, vraiment à la veille de la date limite du dépôt des candidatures, parce qu'il tenait à rester le plus longtemps possible le président de la République française, le président de l'Europe, puisque actuellement il est président du Conseil de l'Europe, enfin pas du Conseil de l'Europe, du Conseil des ministres européens, et également chef de guerre en quelque sorte, puisque ses coups de fil à Poutine et à Zelensky sont bien connus. Donc, je vous signale juste que Emmanuel Macron vient de donner son programme cet après-midi. Il n'avait pas encore donné son programme, tous les autres ont donné leur programme. Lui, il l'a donné cet après-midi à Aubervilliers lors d'une conférence de presse que j'ai suivie en partie. Voilà. Candidat suivant. Alors, c'est une candidate, Valérie Pécresse, qui représente la droite traditionnelle de gouvernement, la droite gaulliste, chiracienne, sarkozyste. Le parti s'appelle Les Républicains et elle est connue également pour être, elle a été ministre souvent, et elle est connue pour être la présidente de la région Île-de-France, qui est quand même la région la plus riche de France. Candidat suivant, bon, un inclassable, Jean Lassalle. Bon, il est très populaire en France parce qu'il a un franc-parler, il a un accent particulier, et puis il s'est fait connaître parce qu'il a fait un tour de France à pied pour visiter les régions. Et puis il a fait une très longue grève de la faim il y a quelques années pour défendre son territoire. Bon, c'est un ruraliste, c'est quelqu'un qui défend la France traditionnelle, les territoires, etc. Bon, il ne représente pas grand-chose en termes de... Il a eu 1% quelque chose aux dernières élections. Il a hésité à abandonner hier ou avant-hier, et puis finalement, apparemment, il resterait. Il a hésité à abandonner parce qu'il n'est pas invité aux grands débats qui ont lieu actuellement à la télévision en France. Les chaînes de télévision n'invitent que les 8 plus gros candidats, et lui, par exemple, n'est pas invité, donc il a piqué une grosse colère. Voilà. Candidat suivant. Alors, Monsieur Dupont-Aignan, lui, il est Nicolas Dupont-Aignan, il est connu parce qu'il s'est présenté plusieurs fois, il appartient à la droite radicale, assez proche finalement des deux autres candidats d'extrême droite. Aujourd'hui, il a très peu d'intention de vote parce qu'il y a beaucoup de concurrents maintenant dans ce domaine, hein, dans cette mouvance. Mais en 2017, il a failli atteindre les 5%. Il a fait 4,7%. Et il a failli atteindre les 5%, c'est important, 5%, parce que ça permet d'être remboursé de ses frais de campagne. Et donc il a raté très peu. Alors ensuite, 2 candidats d'extrême droite, Marine Le Pen, que tout le monde connaît, Marine Le Pen qui a succédé à son père, qui s'est présentée déjà plusieurs fois à la
présidentielle et qui, en 2017, a été la finaliste face à Macron. Et puis, Éric Zemmour, le candidat OVNI, venu, OVNI parce que non venu de la politique, hein, il n'a ni mandat électif, ni passé politique, c'est un journaliste, un polémiste, un chroniqueur, qui a débarqué comme ça sur la scène politique de manière un peu inopinée, mais qui a comment dire, avec lui un passé important, parce qu'il est très connu, et il distille ses idées depuis des années sur les chaînes de télévision et dans ses livres, sur des chaînes de télévision, notamment les chaînes de télévision d'information, vous savez, qui parfois bien complaisantes avec lui, mais en tout cas, ça fait des années que ces idées sont distillées dans la population, et donc aujourd'hui, il les formalise en programme et il se présente comme candidat à l'élection présidentielle. Alors vous connaissez ces deux grands débats, ces deux grands thèmes, c'est le grand déplacement, on viendra peut-être, et le grand déclassement. Voilà. Voilà, c'est très rapide, mais c'est simplement pour montrer un petit peu quels sont les candidats et les principaux. J'avais mis une autre diapositive dans celle que j'avais préparée chez moi, mais elle n'est pas ici, sur les sondages. Alors, je vous dis juste un petit mot sur les sondages. Il y a beaucoup de sondages, hein, j'y attache une importance relative, mais là, je m'étais appuyé sur un rassemblement de tous les sondages qui est effectué par Le Monde. C'est-à-dire le journal Le Monde rassemble tous les sondages et fait des moyennes par candidat. Et il est évident que si on regarde ces sondages au 15 mars, puisque les dernières mises à jour c'est au 15 mars, il est évident que le président Macron, président-candidat Macron, est en tête très largement. Et il est d'autant avec jusqu'à plus de 30%, entre 25 et 33% des voix, ce qui est énorme, et on constate une montée très importante des intentions de vote au moment de la déclaration de guerre, de l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Donc c'est très clair. Ensuite, le deuxième candidat, enfin celui qui arrive en deuxième, c'est Marine Le Pen, qui conserve cette deuxième place, donc qui conserve la possibilité de se retrouver au deuxième tour, comme en 2017, même si elle a baissé évidemment énormément par rapport à il y a quelques mois, puisqu'elle doit partager maintenant un petit peu toute cette mouvance avec Zemmour, donc, mais elle reste en deuxième position. Et puis ensuite, on a un trio, c'est Mélenchon, Pécresse Mélenchon, Pécresse et excusez-moi, j'ai un trou tout d'un coup. Et Zemmour, ces trois-là sont dans un mouchoir de poche et se disputent la troisième place et, si possible, la deuxième place. Ils sont dans un mouchoir de poche avec quand même quelques tendances, c'est-à-dire que Mélenchon, petit à petit, a tendance à grignoter vers la hausse, tandis que Zemmour, lui, a plutôt tendance à baisser à cause notamment de ses positions par rapport à Poutine. Hein. Il a quand même dit à certains moments qu'il souhaitait un Poutine pour la France, hein, il y a quelques temps, bien sûr. Et également Valérie Pécresse, qui est plutôt en baisse actuellement, pour des raisons diverses. La première raison, c'est quelques ratés dans sa campagne électorale, mais aussi parce qu'il y a des soutiens, ces soutiens entre guillemets, qui commencent à la lâcher pour rejoindre Macron. Voilà. Je ne vais pas plus loin pour les sondages parce que les autres candidats sont nettement en dessous. Il y a juste Fabien Roussel qui a une surprise un petit peu parce que lui, il monte. Il est possible qu'il atteigne les 5%, mais les autres n'ont pas de score satisfaisant. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation et je vous remercie. Merci beaucoup, Francis, pour cette présentation. Pour les questions, je vous propose d'attendre la fin de la table ronde. Nous aurons un petit peu de temps pour le public, pour les questions à Francis et aux autres intervenants. Donc, on va tout de suite passer avec Antoine
à la mise en parallèle des éléments français que Francis vient de nous donner avec la politique néerlandaise. Donc Antoine, je vous laisse la parole. Merci Louise, merci Francis pour la présentation. Avant d'entamer la table ronde, je vais peut-être déjà demander à chaque participant de se présenter, en commençant par Sophie. Oui, bonsoir, Sophie van Leeuwen, journaliste politique à La Haye pour la radio néerlandaise BNR. Stéphanie. Moi, je m'appelle Stéphanie van den Berg, je suis néerlandaise, mais je suis journaliste pour l'agence de presse internationale Reuters. Maintenant, j'écris en anglais et avant, j'étais journaliste anglophone de l'agence France Presse aussi aux Pays-Bas. Donc, je suis beaucoup plus focus sur les politiques néerlandaises. Jean-Pierre. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Parce que j'ai des petits problèmes de connexion, je pense. Oui, okay, très bien. Bonjour à tous. Je suis le correspondant du Monde à Bruxelles, où je m'occupe à la fois de l'Union européenne, de l'OTAN et du Benelux. Donc aussi de l'actualité des Pays-Bas, qui n'est pas le volet qui passionne le plus mon journal, je vous l'avoue. Voilà. Mais on en reparlera tout à l'heure. Et peut-être vous, Francis, une nouvelle fois. Bien, rebonjour. Moi, tout simplement, je suis à l'origine professeur d'histoire, mais j'ai fait toute ma carrière un peu à l'étranger dans la diplomatie culturelle. C'est ce qui m'a amené dans les différents pays à faire des conférences ou à parler un peu de la vie politique et à m'y intéresser de manière plus particulière, et notamment quand j'étais aux Pays-Bas entre 2004 et 2008. Voilà. Merci. Et quant à moi, je suis aussi journaliste. Je travaille quelques années comme correspondant depuis La Haye pour plusieurs médias francophones, principalement pour la chaîne franco-allemande Arte. Alors, ja, af en toe zullen we misschien voor een Nederlandstalige, want ik weet helemaal niet of iedereen het Frans 100% begrijpt, verstaat. We zullen af en toe met Stéphanie samen proberen om kleine, korte samenvatting in het Nederlands te doen. Alors, on l'a vu lors de la présentation faite par Francis, il y a cette fois encore beaucoup de candidats à la présidentielle en France, 12 au total. Entre qui est qui fait quoi, c'est parfois difficile de s'y retrouver, surtout pour ceux qui ne suivraient pas tout le temps la politique française. Alors, pour aider certains d'entre vous à y voir plus clair, on s'est dit que ce serait une bonne idée de présenter chaque candidat français de nouveau, mais avec un comparatif néerlandais. C'est-à-dire qu'on va vous proposer un candidat à chaque fois français et plusieurs équivalents possibles. Donc, je vais d'abord demander à chaque participant de nous dire qui semble coller le plus au candidat français côté néerlandais. Et puis ensuite, on vous laissera, vous dans le public, nous donner votre avis, vous aussi, mais en utilisant, si c'est possible pour vous, cette petite main, l'icône pour lever la main. Donc, on va essayer de faire ça de façon pas trop compliquée. Donc, je vous dirai sûrement, voilà, qui pense que Mark Rutte est le candidat le plus proche de Macron, le candidat, pardon, la personnalité politique néerlandaise la plus proche du candidat Macron en France. Et puis, à ce moment-là, vous pourrez donc lever la main virtuellement, numériquement, et puis on fera un petit décompte. On essaiera, si, dans la mesure du possible, de vous faire un petit résumé à chaque fois. Ik weet niet of je het even uitleggen in het Nederlands. Het gaat makkelijker zijn, ja. De hele korte samenvatting is dat we even een vergelijking doen, dat we heel grof doen, waarbij we fondsenkandidaten laten zien en Nederlandse politici en dan even gaan vragen aan het publiek. Vinden jullie dat deze mensen het meest op elkaar lijken? En dat kan je aangeven door dan je hand op te steken digitaal. Er is rechtsboven in het scherm is zo'n icoontje van een smiley met een handje. Als je daarop klikt, steek je digitaal je hand op en dan kunnen wij ouderwets handen tellen. Dat is het plan. Ja. Dus, alors, on va commencer avec, alors je ne sais pas si on voit déjà, voilà, donc
On a Emmanuel Macron. Donc, je ne sais pas si c'est la peine de réexpliquer qui c'est. De toute façon, Francis a expliqué dans le détail, a raconté chaque candidat dans le détail. Donc, côté néerlandais, on a le Premier ministre Mark Rutte, qui est également le leader, le chef politique du parti BVD, c'est la droite libérale ici aux Pays-Bas. Donc c'est le premier en haut à gauche pour ceux qui ne le connaissent pas. Ensuite, vous avez Wopke Hoekstra du CDA, ce sont les chrétiens démocrates ici aux Pays-Bas. Lui aussi est le chef politique de ce parti. Il est aussi ministre des Affaires étrangères depuis peu. Il a été ministre des Finances dans le passé, jusqu'il y a peu. Ensuite, vous avez en bas à gauche Sigrid Kaag du D66. C'est le parti, disons, de centre libéral ici aux Pays-Bas qui lui aussi fait partie du gouvernement actuellement. Et Sigrid Kaag est donc la ministre des Finances, j'allais dire des Affaires étrangères, des Finances. Ensuite, vous avez donc en bas à droite Liliane Ploemen, qui elle est donc la chef politique du PvdA, ce sont les sociodémocrates ici. Enfin, parfois on dit le Parti travailliste parce que dans le nom du parti, il y a Parti pour le Partij van de Arbeid, le Parti du travail, mais bon, c'est classé dans la social-démocratie la plupart du temps. Et donc, Liliane Ploemen, elle est chef de ce parti qui ressemble, selon vous, on va commencer peut-être avec Sophie, le plus à Emmanuel Macron et à son orientation politique. Voilà. Pour moi, c'est Sigrid Kaag, donc le leader des 66, parce que c'est un parti qui rêve d'une Europe forte et très pro-réforme, pro-Green Deal, assez écolo. Moi, je pense qu'elle est plus proche de Macron que Mark Rutte, qui n'a pas été très européen. On le voit changer un peu en ce moment. On voit que les Pays-Bas tournent un peu vers Macron, vers Europe, vers une approche anti-Poutine, défense. Ça change en ce moment, mais c'est depuis très peu que Rutte devient un Européen, je crois. Et vous, Stéphanie? Moi, je pense aussi que Kaag est très proche. Donc, quand on regarde les vues sur l'Europe et le fait qu'on doit faire ça ensemble avec l'Europe, et Mark Rutte, par exemple, il aime plutôt d'avoir cette image de les Pays-Bas peut aussi un peu se faire tout ça seul, avoir de bons liens aussi avec le Royaume-Uni. Mais dans le style de gouverner, je pense que c'est plutôt un mélange. C'est un peu c'est Sigrid Kaag dans un costume Mark Rutte pour moi. Ça fait un peu le mélange. S'ils avaient un enfant ensemble, peut-être ça sera Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Je ne pense pas qu'ils soient contents ni Kaag. Moi, personnellement, j'ai un peu le même sentiment. Je partage plus l'analyse là-dessus de Stéphanie. Et vous, Jean-Pierre? Alors pour moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec nos deux amis. Je pense que c'est les deux en fait. Je pense que Macron est extrêmement proche de Rutte. D'ailleurs, je pense que les Français considèrent que Rutte joue un rôle plus important en Europe aujourd'hui que beaucoup d'autres dirigeants européens. Je pense qu'en termes de libéralisme, alors c'est un terme qui est très mal compris en France, le libéralisme, il n'a pas du tout le même sens qu'aux Pays-Bas. C'est même pour certains quasiment une insulte d'être libéral, et donc les adversaires de Macron lui reprochent très souvent d'être un libéral, entre guillemets. Donc je pense que pour les conceptions économiques, il est proche de Rutte, et que pour l'Europe, effectivement, je pense qu'il est très proche de D66, mais le côté très français de Macron,
fait que je ne pense pas qu'il partage les opinions de D66 concernant les problèmes de société. Vous savez que les Français sont toujours absolument ahuris quand on leur parle de ce qui se déroule aux Pays-Bas en matière d'euthanasie, de l'extension de la légalisation de l'avortement à laquelle le Parlement néerlandais a procédé récemment. Et donc, j'ai un petit peu un problème à adosser Macron au programme de D66 en matière de problèmes sociétaux. Et donc, je pense qu'il mêle les deux. Et je pense que Rutte est par ailleurs très proche de Macron. Nos collègues néerlandais ont sans doute pris connaissance de ce que Rutte est allé déclarer récemment lors d'une conférence à Paris. Et donc, il y a une proximité entre les deux. Je pense qu'ils se respectent beaucoup l'un et l'autre. Alors, ce que je ne vous ai pas demandé, c'est est-ce qu'il y a un autre parti ou une autre personnalité politique qui vous vient en tête dans cette comparaison possible avec Macron, ici aux Pays-Bas, Sophie? Hors de VVD D66? Oui, ou même, alors c'est vrai qu'on a proposé Liliane Ploumen, mais parce que... Non. Ce que j'entends par moment en France, aux Pays-Bas, c'est que Macron serait beaucoup plus à gauche que même D66 et VVD, mais bon. Mais il n'y en a pas d'autres Moi, je pense que je suis d'accord. Ils sont tous donc libéraux, oui. Donc Rutte, Kaag et Macron. Et donc voilà, chez nous, il y a pour la première fois 2 partis libéraux au pouvoir. Donc ça, c'est assez unique. Et je suis d'accord. Et Rutte, il s'entend très bien avec Macron au niveau personnel. Donc je pense que c'est vrai que c'est plutôt un mélange peut-être entre ces deux, mais je vois pas d'autres partis. Wopke Hoekstra, il est plutôt chrétien-démocrate. Je vois plutôt proche de peut-être Pécresse et pas tout à fait macroniste. Alors, on va justement passer à au prochain candidat. Ah oui, pardon. On va d'abord faire le vote du public. Donc, alors moi, ce que j'ai noté pour l'instant, pour vite résumer, c'est que Sophie dit Kaag, Jean-Pierre dit un mélange de Rutte et Kaag, mais plus Rutte, c'est ça? Et puis Stéphanie dit Kaag, Rutte. J'ai dit mélange. Un mélange bébé Kaag, Rutte. Donc maintenant, écoutez, vous pouvez tous voter. Alors on va commencer avec qui pense que Mark Rutte est celui qui ressemble le plus à Emmanuel Macron. En misschien in het Nederlands even. We gaan nu even stemmen. Dus als je vindt dat Rutte het meest op Macron lijkt, kan je je hand opsteken digitaal. Ja, dat is nu het moment daarvoor. Ik zie heel weinig handen aan. 3. Nee. Nou, quand même. 8. 8 personnes. Donc il y a 8 personnes dans le public qui pensent que Mark Rutte est celui qui ressemble le plus à Emmanuel Macron. Nee. Er is niemand die reageert op een opmerking in de chat, maar ze hebben wel echt 15 mensen verloren in 5 minuten die deelnamen. Dan moet er iemand daar zitten die dat in de gaten houdt. Ja. We horen even iemand, ik weet niet of het de bedoeling is, maar als je misschien je microfoon even kunt uitzetten. Donc on est à 8, hein, c'est ça? Voilà. Ou il y en a plus. Bon. Juste, j'ai vu dans le chat que quelqu'un avait écrit où est GroenLinks? Ah, c'était la question. Voilà. En fait, GroenLinks, on l'a proposé pour plus tard, tout simplement parce que on va faire la liste. Hein. Il y a tous les candidats qui vont, les 12 candidats, on n'aura peut-être pas le temps pour les 12, mais on a des comparaisons prévues pour les 12. GroenLinks, alors est-ce que quelqu'un dans le public pense que GroenLinks ressemble plus à Macron? Nous, c'est pas ce qu'on s'était dit en faisant la comparaison, en préparant le diaporama. Donc on en a 8 à peu près. Qui pense maintenant que Wopke Hoekstra du CDA est celui qui ressemble le plus à Emmanuel Macron? Wie is van mening dat dus Wopke Hoekstra is de persoon die het meest lijkt op Emmanuel Macron?
3. Donc là, on est à 3. Je me trompe pas? Il y a une réponse qui dit Macron est un peu libéral, mais maintenant le chat a On ne disparu. peut pas lire le chat. On a 2 personnes. Deux personnes pour Hoekstra. Sigrid Kaag. Wie denkt dat Sigrid Kaag lijkt het meest op Emmanuel Macron? Qui pense que Sigrid Kaag est celle qui ressemble le plus à Emmanuel Macron politiquement? Zes mensen. Donc, eh bien, concrètement, alors, il faut refaire le calcul, mais on en est à 8 pour Rutte, 2 pour Hoekstra et 6 pour Kaag. En nu nog even Liliane Ploemen. Qui pense que Liliane Ploemen ressemble à Macron? Ouais. Ah, il y avait peut-être encore des gens qui avaient la main levée. Non? Il y a peut-être des gens qui ont le même avis qui peuvent poser des questions. Ah, ok. Oui, ça c'est pour plus tard. Comment? Il faut enlever les dealers d'enlever. Is het helemaal leuk voor iedereen die nou zijn hand heeft opgestoken om die even te, hoe heet het, even weg te nemen, want anders kunnen we niet verder tellen. Il y a peut-être encore des personnes qui ont encore leur main levée de tout à l'heure. Si vous pouvez juste les enlever, on va reposer rapidement la question pour Ploemen. Bon, on peut passer à autre chose. Ploemen, c'est pas... Alors, bon, on en était donc à 8 pour Rutte, 2 pour Hoekstra, 6 pour Kaag, plus Sophie qui pense que c'est Kaag, Stéphanie qui pense que c'est un mélange, et à peu près la même chose pour Jean-Pierre. Alors, le prochain... Marine Le Pen. Alors, on avait pensé à comme deux personnalités politiques néerlandaises principales qui peut-être lui ressemblent. Donc, premièrement, Geert Wilders du PVV, donc le principal parti d'extrême droite ici aux Pays-Bas, et ensuite Thierry Baudet de Forum for Democratie qui est beaucoup plus récent que Geert Wilders du PVV. Alors, Sophie. Oui, je pense que ça devrait être Geert Wilders qui est plus proche de Le Pen, mais je ne connais pas trop le programme de Le Pen, mais Geert Wilders, bon, il est anti-islamiste, mais en même temps, il se bat pour les pauvres, les gens qui ne peuvent pas payer la facture de l'énergie en ce moment, qui sont mal logés. Donc, il a un aspect très socialiste, en fait. Mais moi, je ne suis pas tout à fait sûre si c'est le cas pour Le Pen. Donc, extrême droite, mais ouais, bon, il se bat donc pour un peu pour les malentendus, les pauvres, je pense, dans ce pays. Jean-Pierre. On ne vous entend pas, Jean-Pierre. Je crois que le micro est coupé encore. Non, pardon. Ah, ouais. Désolé. Non, je pense clairement que c'est Wilders, effectivement, pour des raisons historiques. Ils ont fait partie je dirais, du début. Ils ont parlé des mêmes choses. Par rapport à ce que disait Sophie, il y a effectivement chez Marine Le Pen également, elle dispose d'un électorat populaire, c'est indéniable, et l'effondrement d'une série de bastions de gauche en France a clairement profité directement à Marine Le Pen, notamment dans les Hauts-de-France, dans le nord de la France, tandis que Baudet doit se comparer davantage à Zemmour. J'ai un petit problème avec le terme en ce qui concerne les deux, mais ce sont clairement des intellectuels. Baudet est un juriste, professeur d'université, je pense, et Zemmour est quand même, quoi qu'on en pense, capable d'écrire des livres, et est aussi plutôt un intellectuel. Ce sont par ailleurs des gens qui sont tous les deux beaucoup plus proches de Poutine que ne l'est Marine Le Pen.
Marine Le Pen est allée chercher de l'argent à l'époque pour financer sa campagne électorale à Moscou, mais depuis lors, elle a quand même tenu un discours très clair vis-à-vis de l'invasion de l'Ukraine. Et puis pour le reste, la critique de l'islam, la critique de l'immigration, les Pays-Bas sont pleins et la France est pleine de l'autre côté. Il y a clairement une identification entre Wilders et Marine Le Pen, avec effectivement davantage de ressemblances qu'entre Zemmour ou Baudet, quoi. En ce qui concerne d'ailleurs Poutine, aux Pays-Bas, c'est plutôt Baudet qui le défend et pas Wilders. Tout à fait. Oui, Wilders, on entend beaucoup moins là-dessus, et Thierry Baudet, c'en est presque inconditionnel, surtout depuis quelques jours. Comment traduit-on colbertisme en néerlandais? Colbertisme en néerlandais. C'est quoi en français? Alors là, je ne sais pas qui a posé cette question, mais vous nous posez une colle. Je peux peut-être intervenir. Comment? C'est moi qui ai écrit ça c'est Hélène. dans le chat. C'est la question. Moi, je suis néerlandaise, je ne suis pas française, mais je me demande, colbertisme, comment peut-on traduire ça en néerlandais? C'est dans quel contexte? Non, mais j'ai vu le commentaire, il y a toujours un fond de colbertisme, étatisme chez tous les politiques français. Je peux peut-être intervenir, parce que c'est moi qui ai écrit ça, du coup. Oui. Et en fait, je ne sais pas si on peut traduire le colbertisme, parce que c'est lié à un personnage historique en France qui était le Premier ministre. Ah, d'accord. Désolée, je ne suis pas française. Mais en gros, c'est l'étatisme, c'est le fait de diriger, moi, c'est la vision que j'en ai, de diriger l'économie avec l'État. C'est-à-dire que la puissance publique donne une direction à l'économie, et c'est très français, et je pense que ce n'est pas la tradition néerlandaise. Also een neiging voor bestuursmacht of zoiets. Ik weet niet hoe u het... ja. Il n'y a pas de traduction en néerlandais. Juste pour le public qui savent, nous, ici, on ne peut pas lire les commentaires. Alors, nous, oui, moi, je ne les vois pas d'ici. Je suis vraiment désolée. Mais ça fait un peu qu'on ne peut pas réagir. On ne peut pas forcément réagir du tac au tac. Ouais. Bon, on va continuer parce que je crois que le temps file comme pas possible. On va peut-être faire encore quelques candidats principaux. Je crois qu'on n'a pas le temps, c'est ça, pour le vote. Alors, est-ce qu'on a encore le temps pour passer à d'autres candidats ou pas? On va en faire encore deux. Alors, le prochain, Valérie Pécresse, de qui est-elle le plus proche? Est-ce que c'est Hoekstra ou plutôt politiquement? Sophie? Je pense que ça devrait être Hoekstra, comme il est chrétien-démocrate, un peu conservateur, pas très, mais par exemple, il s'exprime contre la drogue et le cocaïne pendant sa campagne. Il protège la maison, donc la maison en tant que la fiscalité autour de la maison, en fait, il essaye de protéger tout ça et sa famille. Il a 4 enfants, c'est un père de famille. Donc, je pense que ça devrait vraiment être Pécresse, je crois. Mais encore une fois, je ne connais pas trop ses idées encore. Donc, je me demande ce que les autres en pensent. Jean-Pierre? Je crois que c'est Hoekstra. Déjà, c'est intéressant de voir qu'il siège au Parlement européen dans le même groupe, le groupe du Parti populaire européen, donc les conservateurs en gros. En même temps, je pense que pour l'ensemble de nos comparaisons, je pense que Francis l'a introduit tout à l'heure, les systèmes sont quand même tellement différents qu'il est parfois difficile de comparer. Bien entendu, on peut les positionner tous les deux à droite ou alors au centre droit. Pécresse, visiblement, vu la campagne qu'elle mène, plus à droite aujourd'hui qu'elle n'apparaissait au démarrage. Mais il y a chez Hoekstra, et dans l'intitulé de son parti, l'appel chrétien-démocrate, une dimension qui a un peu disparu en France, et en tout cas chez les Républicains, je pense qu'il y a un public qui est chrétien-démocrate ou qui est chrétien ou qui est catholique, mais il n'y a pas l'intitulé d'un parti qui est porteur de cela. Mais je pense que sur la conception de la société, son fonctionnement,
le positionnement parfois un peu ambigu vis-à-vis de l'immigration, vis-à-vis de la société multiculturelle. Il y a une proximité entre les deux. Et il faut remarquer que Rutte siège, lui, que le parti de Rutte, le VVD, siège au Parlement européen dans le même groupe que Renaissance, le groupe de Macron, et dans le même groupe que D66 d'ailleurs. Donc, je pense que proximité, s'il faut chercher une proximité, c'est avec Hoekstra. Ça me paraît assez évident. D'ailleurs, sur le libéralisme de Hoekstra, en fait, la partie CDA, chrétien-démocrate, est en train de se tourner vers plutôt le rôle de l'État qui doit prendre regie pakken sur le marché, la marché immobilière, et oui, économiquement, donc plutôt de protéger les citoyens. Il devient un peu plus socialiste presque. Donc il change en ce moment. Il a commencé vers la droite et là il se tourne un peu vers une nouvelle politique. Parce qu'il avait tout perdu, il avait perdu une partie des voix, des gens de son électorat aussi. Donc il cherche Bob Hoekstra. Et Stéphanie? Oui, moi j'ai la même impression un peu que de Sophie, que c'est peut-être plutôt les chrétiens-démocrates, mais c'est aussi difficile de savoir quelle est la politique actuelle de Hoekstra parce qu'il est un peu perdu dans de quel sens il doit aller. Il était très très proche du VVD et très très libéral. Ça n'a pas trop marché parce que beaucoup de gens veut plutôt Rutte que Hoekstra, et maintenant il cherche un peu à la gauche de faire cette politique sociale, le fait que l'État te soigne et tout ça, parce que je pense aussi qu'il espère qu'avec le Covid, on a vu qu'il y a beaucoup plus d'argent qui va aller à les hôpitaux et tout ça. Et ça aussi, ça mélange, ça change un peu. Alors, pour moi, c'est difficile aussi de dire ce que Pécresse fait en France pour une vraie comparaison. Oui, c'est vrai qu'en plus, Hoekstra est en train d'opérer un virage énorme depuis quelques mois avec sa nouvelle fonction de ministre des Affaires étrangères. On a l'impression que par moment que c'est plus du tout le même homme, ne serait-ce que sur sa position envers les pays du Sud. Il y a encore quelques mois, finalement, il y a un peu plus d'un an, son idée de former une ligue hanséatique, une ligue de pays du Nord contre les pays du Sud, tout ça, ça semble avoir disparu soudainement depuis quelques semaines, depuis quelques mois maintenant qu'il est ministre des Affaires étrangères, dans un gouvernement où des Sester, le parti de Sigrid Kaag pour Europe est beaucoup plus fort. Donc, on va peut-être tout simplement passer aux questions parce que malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps, le temps tourne. Voilà, on s'en est rendu compte au cours de la discussion sur la comparaison entre candidats. C'est pas simple du tout de comparer, de trouver des équivalents précis entre politique française et politique néerlandaise. Et au premier abord, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de points communs. D'un côté, on a un régime présidentiel, de l'autre, une monarchie parlementaire avec un mode de scrutin proportionnel. Mais est-ce que les deux systèmes politiques, les deux paysages politiques aussi, les deux systèmes sont aussi différents que ça? Sophie, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que c'est très différent parce que nous avons un système aux Pays-Bas de coalition où il y a toujours des minorités. Donc, il y a jamais... je ne me souviens pas d'une majorité présidentielle. Donc, tout est très compliqué. Il faut toujours discuter avec les chrétiens CDA, les chrétiens de ChristenUnie, D66, VVD. Et puis même au Sénat, il n'y a pas de majorité. Donc, il faut encore discuter avec GroenLinks, les écolos et le parti travailliste PvdA. Donc, chez nous, voilà, il y a toujours à la fin un compromis.
Le résultat, c'est tout un compromis. Il faut donner à des petits cadeaux à gauche, à droite pour avoir une décision. Jean-Pierre. Je crois que la comparaison principale, c'est peut-être le fait que dans les deux systèmes, on assiste quand même à une crise des partis traditionnels. Le PVDA est quand même a été un parti largement représenté aux Pays-Bas. Il est quand même dans une crise assez lourde depuis un bon moment. Le courant chrétien-démocrate dont on a parlé à propos d'Hoekstra a quand même dominé aussi pendant très longtemps la vie politique aux Pays-Bas. Ils ont fourni de nombreux premiers ministres, y compris jusqu'au début des années 2000. Quand j'ai commencé à courir les Pays-Bas, j'ai fréquenté M. Balkenende, dont je me demande d'ailleurs ce qu'il est devenu, parce que une autre caractéristique, et ça c'est peut-être une différence entre les deux systèmes, c'est qu'on a le sentiment qu'aux Pays-Bas, la politique, on ne fait pas nécessairement carrière dans la politique, alors qu'en France, on peut se répandre pendant 50 ou 60 ans dans différents niveaux de responsabilité. Une autre différence que je vois, c'est quand même que j'ai le sentiment que le Parlement néerlandais, la deuxième chambre, joue un rôle plus important, et peut-être plus important au cours des dernières années que ne le joue l'Assemblée nationale en France, où quand même, et on l'a vu avec le comportement du groupe macroniste, on est, comme on le dit en français, la couture sur le doigt du pantalon. Ou plutôt le doigt sur la couture du pantalon, je m'excuse pour le lapsus, ce qui veut dire qu'on est quand même, on est suiviste par rapport à un président omnipotent, et Mark Rutte doit quand même rêver à certains moments, quand il regarde le pouvoir présidentiel en France, du fait que tous décident à la présidence. C'est un État ultra centralisé, bien plus centralisé que les Pays-Bas. Sophie l'a signalé, autre différence marquante, évidemment, le système des coalitions, qui reste quelque chose d'à peu près incompréhensible pour les Français. La longueur des négociations, surtout dans le cas de Rutte 4, est quand même quelque chose de très étonnant. Alors moi qui viens en Belgique, ça ne m'étonne pas, parce que vous savez que les Belges sont recordman du monde en matière de longueur de négociation. Mais pour ce qui est de la France, évidemment, le président sera élu, il y aura des élections législatives derrière, et si tout va bien pour lui, 15 jours après, il y aura un gouvernement, ou une semaine après, il y aura un gouvernement qui sera formé, tandis qu'une négociation aux Pays-Bas peut durer des mois et des mois. Et aussi le programme est extrêmement précis, il est consigné. En France, tout ça est quand même beaucoup plus flou. Et alors moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup étonné aussi, que j'ai découvert aux Pays-Bas, c'est une série de caractéristiques du système, et moi je les trouve très, très intéressantes par rapport à la France. C'est notamment quand les partis politiques déposent leur programme électoral, il y a un chiffrage, ce qui évite quand même pas mal de fausses promesses, comme celles qui sont lancées dans pas mal de pays, en France, en Belgique et ailleurs. Donc je pense que les Pays-Bas sont pour moi, pour être clair, une démocratie qui fonctionne beaucoup mieux que la démocratie française. Ça me paraît tout à fait évident. Et les Français connaissent très peu les Pays-Bas. Je le disais tout à l'heure en boutade, y compris les journalistes. Je crois qu'on n'est pas très nombreux, d'ailleurs, comme journalistes français ou francophones, à s'intéresser aux Pays-Bas. Et donc, cette méconnaissance, moi, je la trouve un peu préjudiciable, parce que pour moi, en Europe, les Pays-Bas sont un pays qui fonctionne. Je ne veux pas idéaliser, tomber dans le concept idéaliste, tout ce qui est au nord de Paris fonctionne bien et tout ce qui est au sud fonctionne mal. Mais il y a quand même beaucoup de leçons qui peuvent être données par les pays nordiques, et notamment les Pays-Bas, je dirais en matière de fonctionnement démocratique du système. Et je pense aussi que l'éparpillement du paysage politique fait que, je dirais, les Néerlandais doivent avoir davantage le sentiment que les Français d'être représentés, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et peut-être que les phénomènes des gilets jaunes, les insoumis et toutes ces choses-là s'expliquent justement par le fait que les Français ont beaucoup moins le sentiment, à mon avis, que les Néerlandais d'être représentés, d'être écoutés quelque part par le monde politique. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Je me suis peut-être un peu égaré, mais j'espère que j'ai répondu à la question.
Non, je vais juste dire un mot justement sur ce dont vous parliez, Jean-Pierre, à l'instant. Il y a eu un sondage qui est paru cette semaine, on en parlait juste avant, la table ronde avec Sophie et Stéphanie. Il y a apparemment une crise de confiance qui s'installe ici aussi aux Pays-Bas vis-à-vis du monde politique. Bon, ça c'est un autre sujet. Quoique ça va revenir un peu, on va en revenir ainsi aux prochaines questions, justement sur est-ce que se demander si peut-être, d'une certaine manière, il n'y a pas sur certains aspects, depuis quelque temps, une sorte de néerlandisation de la politique française et vice-versa pour les Pays-Bas. Donc, pardon, j'ai oublié Francis et Stéphanie d'ailleurs. Francis, je ne sais pas si vous voulez répondre là-dessus, sur le fait que peut-être que nos deux systèmes français et néerlandais sont très lointains, mais qu'il y a peut-être quand même des points communs. Moi, très rapidement, j'ai montré, je crois, tout à l'heure qu'effectivement, les deux systèmes étaient extrêmement différents. Mais ce que je voudrais juste dire deux choses. La première, c'est que ce système, il a été mis en place justement pour lutter, pour contrer un système précédent de 4e République et 3e République qui était très proche du système néerlandais, bon, évidemment, sans faire d'anachronisme, c'est-à-dire un système de partis, où c'était les partis politiques qui menaient la danse. Donc, clairement, ça a été fait contre. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que à chaque campagne électorale, et encore en ce moment, et encore le président tout à l'heure, on promet des réformes constitutionnelles. On promet une dose de proportionnelle, on promet un Parlement plus fort, on promet ceci, cela, et la plupart du temps, ces réformes n'aboutissent pas, on les range dans un tiroir. Donc, vous voyez, c'est très difficile, je crois que Jean-Pierre avait raison, c'est très difficile pour les Français de changer leurs habitudes. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphanie? En fait, moi, je fais un peu le lien entre ta première question et la question que tu vas, vous voyez. Je suis très impolie en français, désolée. Moi, je vois que même s'il y a des grandes différences sur les systèmes néerlandais et français, on voit aussi des choses qui sont très similaires quand tu regardes d'où aille la politique. Genre, c'est plus populiste, mais aussi c'est plus individuel. Les gens votent pour ceux qui pensent qu'eux peuvent gagner. C'est beaucoup moins fixé sur les partis. Il y a un parti qui monte et qui monte, des gens qui se trouvent pas représentés du tout par les politiciens, même si aux Pays-Bas, on a 17 partis, je pense maintenant au Parlement, peut-être même 18, je suis pas sûre. Sophie, 19, voilà. 19. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont séparés de leur parti et continuent. Ah oui, il y a une nouvelle fraction. Voilà. Mais même avec toute cette diversité, il y a des gens qui pensent que quand même, on n'est pas écouté. Les gilets jaunes aux Pays-Bas, c'est pas si grand. Ça a été tout petit, oui, ça a été quelques centaines. Mais moi, je connais assez des gens qui disent, moi, j'ai pu voter parce que la haine n'écoute pas et tout ça. Et avant, tu n'écoutais jamais ça. Alors, je pense aussi que c'est un peu alimenté par les médias, par Internet, mais aussi par maintenant aux Pays-Bas, dans certains pays politiques. Moi, je trouve ça hallucinant qu'on a un parti sur la télé qui s'appelle Onze Woord Nederland. Les Pays-Bas qui ne sont pas entendus. Oui. Pas entendus, et tu es dans la chaîne publique première. C'est partie de la télévision. C'est un programme qui maintenant est diffusé sur la télévision publique et néerlandaise et qui en fait est réunit plutôt des personnes. Des journalistes, disons, de la droite. Voilà, c'est comme si vous aviez, en fait, Éric Zemmour qui, sur la télévision publique, a un temps d'antenne assez important tous les jours, mais sur la télévision publique, hein, voilà. Mais bon, et ça, je vois aussi qu'il y a
des grands mouvements politiques qu'on voit et aux Pays-Bas et en France, qui a cette désintérêt pour la politique et cette impression que la politique ne s'intéresse pas trop à eux. Et c'est peut-être aussi que la crise avec le Covid a aidé à ça, parce qu'il y avait beaucoup de mesures qui devraient être prises très centralistes aux Pays-Bas, et nous, on n'est pas habitués du tout à ça. Alors, je pense que ça aussi a un peu changé le regard de certaines personnes aux Pays-Bas. Et le fait qu'on n'a pas eu de gouvernement pendant 1 an, ça n'a pas aidé non plus. Non. Alors, j'ai une question par rapport au gouvernement, au Premier ministre Mark Rutte. Pendant longtemps, ici aux Pays-Bas, on avait quand même l'impression que même les premiers ministres sont assez en retrait. Ils sont beaucoup plus discrets que dans d'autres pays et encore plus discrets que dans des pays comme la France. Que en France, par exemple, serait un président. Est-ce qu'il n'y a pas un changement qui est en train de s'opérer depuis quelques temps aux Pays-Bas? C'est-à-dire que depuis la crise sanitaire, on n'aura jamais autant vu le Premier ministre Mark Rutte que depuis 2 ans donc. Et est-ce que finalement, avec toutes ces allocutions télévisées, toutes ces conférences de presse, on n'est pas en train de constater une sorte de francisation de la politique néerlandaise, où on a un Premier ministre qui a une sorte de stature d'homme d'État de plus en plus forte, une sorte de stature de président français pratiquement? Jean-Pierre. Je suis pas certain je suis pas certain de cette comparaison. D'abord, je crois que Rutte a une caractéristique, c'est la durée. Je crois, je parle sous le contrôle de mes consoeurs néerlandaises, mais je crois que c'est le Premier ministre qui aura le terme le plus long. Donc, quelque part, évidemment, quand on est aussi longtemps au pouvoir, on devient ou on reste populaire. Par rapport à la crise du Covid, je pense qu'un peu partout, les dirigeants politiques, évidemment, qui ont une crise à gérer de cette ampleur-là, bénéficient évidemment quelque part de cela. C'est le phénomène de la guerre et de la France. Aujourd'hui, Macron est clairement le chef de l'État. Il parle aux grands de ce monde. Les gens sont extrêmement inquiets, sont en demande de sécurité. Et donc, si on a un président qui donne l'impression, je dirais, de diriger une situation aussi difficile, ça bénéficie automatiquement. Je pense que Rutte a un peu bénéficié de ça pendant la crise du Covid, où c'est vrai, on le voyait quasiment tous les vendredis soirs avec l'un ou l'autre autre ministre à ses côtés, mais que visiblement il dominait. Je pense que l'autre caractéristique, c'est quand même, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde où on voit le Premier ministre se balader à vélo. Est-ce qu'on imagine une seconde qu'en France, le Premier ministre puisse se balader à vélo dans Paris et non pas avec une escouade de garde du corps dans une voiture aux vitres teintées? Je pense qu'il y a là aussi une caractéristique assez nordique qui fait. Et donc Rutte est clairement assez populaire aux Pays-Bas. Aussi parce que je pense que son attitude, c'est quelqu'un qui donne l'impression en tout cas d'être ouvert, sympathique, qu'on peut interpeller au coin de la rue devant son bureau, etc. Donc les comparaisons sont quand même, là aussi, encore une fois, extrêmement difficiles avec un système aussi fermé, aussi hiérarchisé que celui de la France. Visiblement, moi j'ai un petit problème à comparer ça. Et la fonction de Premier ministre se compare pas en plus avec celle du chef de l'État en France, qui écrase complètement le Premier ministre. Toujours rappeler cette formule de Sarkozy qui traitait François Fillon, Premier ministre à l'époque, de collaborateur. C'était son collaborateur, disait-il. Donc voilà, ça résume assez bien le fonctionnement du système politique français au sommet, quoi. Et vous, Sophie, est-ce que vous avez remarqué un changement? Moi, je pense que grâce à Covid, Rutte est encore au pouvoir. Parce qu'avant Covid, les sondages étaient vraiment pas bien du tout. On voit d'ailleurs aussi que ça baisse maintenant.
ça marche un peu moins bien pour lui. On a eu des élections hier ou avant-hier, oui, hier aux Pays-Bas. Et donc, VVD a quand même un peu perdu. Ça a vachement aidé, donc, d'avoir des conférences de presse oui, tous les mardis, presque. Il devenait un homme d'État, un peu. Voilà, c'était son nouveau image. En même temps, aux Pays-Bas, un Premier ministre a beaucoup moins de pouvoir qu'un président en France. Ce sont surtout, donc, voilà, après Covid, les ministres qui ont un pouvoir sur leur ministère, ce sont des partis politiques différents. Il y a 4 partis politiques, donc 4 ministres de 4 partis différents. Et Rutte est plutôt le manager de tout ça. Mais plutôt un porte-parole. Il est le leader du plus grand parti politique. Donc là, la crise en Ukraine, voilà, il fait de lui et de Hoekstra, le ministre des Affaires étrangères, encore peut-être, voilà, homme d'État comme Macron en France. Bon, après cette guerre, on verra. On verra ce qui reste de Mark Rutte. Alors justement, comme il nous reste très peu de temps, ça va être la dernière question, je crois, d'Ukraine. Est-ce que la présidentielle française du mois prochain risque-t-elle d'être très influencée par la guerre en Ukraine? Alors justement, Sophie, vous nous parliez des municipales. Il y a eu des élections donc hier aux Pays-Bas. Est-ce que déjà aux Pays-Bas, ça a eu une influence? Et est-ce que vous pensez, Sophie, que cette guerre en Ukraine risque d'avoir aussi des répercussions en France sur la présidentielle? Pour Macron, c'est évident. Il restera au pouvoir, peut-être grâce à cette guerre. Je pense que Jean-Pierre l'a déjà dit, je suis parfaitement d'accord. Et les municipales, on s'y attendait un peu, on se demandait qu'est-ce que ça va faire. Est-ce que tout le monde votera Rally Around the Flag, Rutte ou peut-être Hoekstra? Bon, ils sont toujours les plus grands, mais ils ont quand même pas mal perdu. Ça n'a pas aidé. Et donc, et on se demandait est-ce que plus de gens voteront parce que voilà la valeur de la démocratie, tout ce qui se passe en Ukraine, il faut qu'on défende sa démocratie. Bah, ça n'a pas du tout été le cas. On n'a jamais eu aussi peu de personnes qui ont voté, 50%. Donc c'était un peu la crise de la démocratie qu'on a vécue aujourd'hui. Avec des petites fêtes à gauche, GroenLinks, Écolo, PvdA, qui ont quand même gagné un tout petit peu dans les grandes villes. On ne voit pas trop l'effet guerre Ukraine aux Pays-Bas, mais en France, j'en suis sûre, ça change tout. Game changer. Stéphanie. Moi aussi, je pense qu'ici, ça n'a pas eu beaucoup d'influence, mais j'imagine pour la France que oui. Et Macron, en plus, il fait ses photoshoots avec son fils, un peu comme Zelensky, vraiment dans le War Room. Et Rutte essaye ça un peu avec. Quand il est en conférence de presse, il dit oui, je suis bien ami avec Volodymyr. Et il avait dit c'est mon pote, en fait, Matt. Et il essaye, mais c'est clair que c'est pas trop ça. Et Rutte, plutôt, il est un manager, il est la personne qui doit boire des litres de café avec tout le monde pour que tout le monde se mette d'accord et après il peut dire que lui, il a décidé. C'est beaucoup différent et ça aussi, c'est pas avec le Covid, il avait une image plus directe, je vais faire ça et ça. Mais je pense aussi parce qu'il y a juste Hoekstra qui est nouveau aussi au ministère des Affaires étrangères. Ils ne peuvent pas être très décisifs sur l'Ukraine. Alors ça n'a pas aidé Rutte dans les élections ici, mais j'imagine tant qu'il y a une incertitude dans le pays, c'est un homme fort et Macron a vraiment fait l'homme d'État, le président, le leader de l'armée, c'est beaucoup plus. Et pour ça, Macron est beaucoup mieux si Rutte, tout d'un coup, faisait comme moi aussi, je suis le général et je mène l'armée, toutes les Néerlandaises seront regardées, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est pas ça. C'est pas un truc néerlandais à faire. Ça aussi, Macron, toutes les militaires français, j'irais pour l'homme fort et un homme fort et une guerre, super pour les élections, je pense. Jean-Pierre.
Pour ce qui est de la France, je crois, et Francis l'a dit dans son introduction, je pense que cette guerre a vraiment un effet déterminant sur la présidentielle, dans le sens où elle est en train je dirais, de tuer la campagne. Il n'y a pas de campagne électorale en France pour l'instant. Et ceux qui auraient pu être les rivaux d'Emmanuel Macron sont tous un peu victimes de ce conflit finalement. Ah, on vous entend plus, Jean-Pierre. Ça a coupé. Alors, en attendant, je vais peut-être demander, pour finir, à Francis. Est-ce que la Ouais. guerre en Ukraine, vous Oui, m'entendez? oui, je vous entends bien. Écoutez, bon, j'ai déjà effectivement répondu un petit peu tout à l'heure, et puis Jean-Pierre, je crois, allait dire ce que je pense également. Bon, en ce qui concerne l'élection présidentielle, il est évident que les résultats sont influencés par l'Ukraine, que ça va conforter sans doute la victoire de Macron, mais ce n'est pas la seule raison. C'est-à-dire que Macron avait commencé déjà à atteindre un niveau d'intention de vote très important avec la crise du Covid. Il faut penser quand même qu'en France, la crise du Covid était gérée par un conseil de défense sanitaire présidé par le président de la République, qui venait ensuite donner à la télévision les grandes lignes. Confinement, etc. Et à la différence de Rutte, c'est qu'ensuite, c'était le Premier ministre qui venait, conférence de presse, pour décliner tout ça. Voilà ce que je veux dire. Sinon, Jean-Pierre a tout à fait raison. L'Ukraine a complètement phagocyté la campagne électorale. Elle a décrédibilisé au début, décrédibilisé un certain nombre de candidats qui ont dû se justifier, et puis ensuite, cette crise a orienté la campagne vers des thèmes récurrents, sécurité énergétique, pouvoir d'achat, etc. Donc voilà, je crois que c'est déterminant. Ah, Jean-Pierre, vous êtes revenu. Je ne sais pas si vous pouvez terminer votre réponse. J'ai été victime de hacking russe, vraisemblablement. D'un hacking russe. J'ai pas entendu ce que disait Francis, mais je suis sûr qu'il a très bien résumé la situation. Effectivement, ce que je voulais dire, c'est que les rivaux potentiels de Macron au deuxième tour sont tous victimes de cela, de leur rapport trop proche avec Poutine, du discours, en ce qui concerne Mélenchon, du discours très ambigu qu'il a tenu. Et donc, quant à Pécresse à droite, Hidalgo à gauche, leur campagne, effectivement, est à peu près inexistante. Et donc, Macron régnant maître aujourd'hui, depuis que la guerre a été déclenchée, il a pris 4 ou 5 points dans les sondages, ce qui est très révélateur évidemment. Et encore une fois, on a l'impression qu'il a tué cette campagne et que chef de l'État, chef des armées, chef d'un pays qui possède, et il est le seul désormais dans l'Union européenne qui possède l'arme nucléaire, je crois que les Français, qui quand même adorent le principe du chef aussi, Charles de Gaulle, François Mitterrand, Macron, il y a quelque chose de très français dans l'idée qu'un chef doit, au moment difficile, incarner la nation, quelque chose qu'on connaît beaucoup moins bien en Europe du Nord, en Belgique, aux Pays-Bas évidemment, mais donc tous ces éléments-là font que Macron, qui a quand même connu un moment très difficile, ou des moments très difficiles au cours de cette présidence, dont on dit qu'il aurait réfléchi à être ou non candidat. Alors, on écrit, on dit beaucoup de choses sur les plateaux de télévision français, mais là, on le voit véritablement dans un rôle quasiment napoléonien, qu'il affectionne beaucoup et que je pense les Français apprécient dans un contexte de crise aussi grave que celle qu'on connaît. Écoutez, merci à vous quatre. On va pouvoir passer aux questions du public. Alors, toutes les personnes qui souhaitent se poser une question, manifestez-vous s'il vous plaît de nouveau avec cette petite icône de la main levée. Je ne verrai pas mon ici. Cédric. On va commencer avec Cédric. On vous
que vous m'entendez là? Ah, maintenant, Est-ce que je suis oui, bon là? voilà. Ok. Je vous remercie pour cette présentation, c'était très intéressant. Moi, j'aime beaucoup comparer les systèmes de différents pays européens et pour cause, je suis candidat pour le parti Volt, le parti pan-européen Volt aux législatives dans 2 mois. Et du coup, j'ai une question très centrée sur ce côté-là. Je trouve effectivement qu'en France, on n'a pas du tout d'intérêt pour ce qui se passe aux Pays-Bas, mais également pour ce qui se passe dans la plupart des pays européens. Parce que dans la plupart des pays européens, il y a des systèmes parlementaires proportionnels, avec des variations évidemment. Et je me demande si par rapport à la construction européenne et le dialogue entre les pays, ce n'est pas un problème qu'on ait ce pays très... J'ai l'impression qu'en France, j'ai l'impression qu'en Europe, il n'y a quasiment que la France qui a ce système. Et du coup, j'ai 2 questions. Est-ce qu'il n'y a que la France qui a un système présidentiel comme ceci en Europe? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous ne pensez pas que ça crée un problème de communication entre la façon de faire de la politique et la façon de communiquer entre les pays européens et la France? Alors, Francis. Je pense que, enfin, pour cette question, je pense que Jean-Pierre est plus habilité que moi, puisqu'il est au cœur de l'Europe. Enfin, moi, ce que je dirais simplement, c'est qu'effectivement, à ma connaissance, il n'y a pas d'autre en Europe aussi présidentialiste. Peut-être le Portugal est un petit peu plus, voilà, un peu présente des aspects présidentiels. Et je ne suis pas sûr que ce soit un vrai obstacle pour le dialogue européen. Mais encore une fois, je préfère la parole à Jean-Pierre sur cette question, puisqu'il est au cœur du système. Alors, j'ai là, comme ça, au débeauté, j'ai peut-être pas une vision totale sur les 27 États, mais il est assez clair que le système français, qu'on peut qualifier de monarchie républicaine, en réalité, je veux dire, le fonctionnement de l'État français est souvent beaucoup plus monarchique que des monarchies néerlandaises, belges ou espagnoles. Le système des coalitions, on l'a dit, mais le système des coalitions, il est répandu à peu près partout, à des degrés divers évidemment, avec parfois des seuils électoraux comme en Allemagne, comme en Belgique d'ailleurs depuis quelque temps. Mais tous les grands pays européens, l'Italie, système de coalition extrêmement compliqué avec un système de partitocratie. Il y a 2 systèmes vraiment particratiques ou partitocratiques en Europe qui sont l'Italie et la Belgique, avec toute la complexité et toute la paralysie que ça peut entraîner, parce que le système des coalitions, il est, je pense, beaucoup plus démocratique qu'un système à la française, mais en même temps, c'est quand même souvent un facteur de blocage. On a parlé de la longueur des négociations, on a parlé de l'indécision qui peut découler des tractations permanentes. Je suis en train de suivre, par exemple, pour vous donner un exemple qui n'est pas néerlandais, je suis en train de m'intéresser au débat sur la sortie du nucléaire en Belgique. C'est un truc qui traîne depuis 15 ans, et en fonction des partis qui arrivent au pouvoir, les écolos sont là, non, ils sont plus là, les libéraux veulent, mais les socialistes ne veulent pas. C'est une cacophonie, c'est totalement incompréhensible pour l'opinion publique. Et l'opinion publique, aujourd'hui, en Belgique, elle s'inquiète simplement de savoir si elle aura du gaz dans 6 mois, parce que le système des coalitions et des compromis invraisemblables fait que sur des questions essentielles comme celle-là, tout ça pour dire que le système des coalitions, je le pense, plus démocratique, mais il n'est pas nécessairement plus performant qu'un système français qui peut être beaucoup plus réactif avec un parti ou un courant politique, puisque Macron, on a un petit problème à savoir si Macron dispose d'un réel parti politique en réalité. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, la grande caractéristique en Europe, c'est l'éparpillement, c'est la polarisation des opinions publiques. Elles prennent différentes formes selon les pays, et on aboutit à la conclusion qu'il n'y a pas de système idéal aujourd'hui. En tout cas, il y a partout dans les opinions publiques le sentiment de ne pas être suffisamment écouté, de ne pas être suffisamment représenté. Quel est le meilleur système? Je dirais à chaque opinion d'en décider. La démocratie est quand même menacée aujourd'hui très clairement en Europe, où elle l'a été. On a beaucoup eu ce débat au moment des élections européennes.
avec la montée d'un courant populiste de droite à peu près partout. Cette tendance-là a l'air un petit peu atténuée aujourd'hui, mais je pense que dans tous les pays européens, on a beaucoup de questions aujourd'hui sur comment faire fonctionner simplement ce système avec des intérêts tellement divergents, des questions tellement lourdes, le climat, la pauvreté qui reste quand même dans beaucoup de pays, notamment en France, un problème, la migration qui est un thème qui pollue le débat européen depuis une dizaine d'années ou depuis une quinzaine d'années. Sur toutes ces questions-là, on a sentiment un peu partout que les réponses ne sont pas satisfaisantes et que, après, je dirais... Après, c'est de la mécanique. Est-ce que le système présidentiel, le système monarchique, le système proportionnel est le meilleur? J'avoue que j'en sais rien, pour être clair. J'ai une question, Jean-Pierre, est-ce que je peux vous poser? Est-ce que ça fait donc de Macron le leader naturel de l'Europe? Est-ce que ce système l'aidera à peut-être un peu soliste rassembler l'Europe? Comme il a apparemment beaucoup de pouvoir en France. Je pense que le grand problème de Macron, c'est d'avoir perdu Angela Merkel, parce que il y avait véritablement, on parle beaucoup pour l'Europe de ce fameux moteur franco-allemand. Il a marché avec des hauts et des bas, ça marchait clairement pas très bien entre François Hollande et Angela Merkel. Macron avait véritablement, je dirais, une relation quasiment fusionnelle avec Angela Merkel, et je pense que son discours à lui, il était d'autant plus fort et d'autant plus écouté en Europe qu'il sentait qu'il avait Angela Merkel en appui derrière. Aujourd'hui, je le trouve un peu seul, moi, en Europe aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il cherche de nouveaux alliés. Je pense que Rutte est un de ses alliés, que Draghi en Italie est un de ses alliés. Derrière, il y a peut-être Sanchez, il y en a peut-être d'autres. Mais je pense que Macron cherche à entraîner l'Europe aujourd'hui. Parce que même s'il est français, même s'il est sans doute extrêmement intelligent, talentueux, même s'il a un vrai projet pour l'Europe, tous ces thèmes de l'autonomie stratégique, ces thèmes de la défense européenne, s'il n'était pas là, pour être clair, depuis quelques années, on n'en parlerait pas. Et la situation de l'Europe aujourd'hui qui prend enfin conscience de la nécessité de s'affirmer, de la nécessité de se défendre simplement, et de la nécessité de ne pas être un soft power qui publie des communiqués sur la liberté dans le monde tous les jours. Voilà, il a besoin d'alliés et je pense qu'il les cherche et que Rutte est un des alliés sur lesquels il compte. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci à vous deux. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Vous en voyez? Il y a juste une réaction donc, de Cédric qui répond « Pour ma part, je ne pense pas que le système présidentiel soit plus efficace que le système de coalition. Si on regarde les résultats, la France a eu très peu de réformes structurelles depuis 30 ans, au contraire de beaucoup de démocratie parlementaire. » Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Non? Alors, on conclut, c'est ça? Alors, merci à tous, merci aux 4 participants, merci aussi à toutes les personnes qui nous ont suivis en ligne dans le public. Je vais tout simplement vous laisser la parole maintenant. Voilà, comme disait Antoine, merci à tous les intervenants. Donc, je le rappelle, Francis Mézières, Antoine Moutot, Sophie Van Leeuwen, Stéphanie Vandenberg et Jean-Pierre Strobans. Merci beaucoup d'être venus ce soir en ligne pour cette table ronde et merci à tous les participants en ligne de nous avoir suivis. Oui, il y a Sophie. Non, tu fais. Donc, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a éclairé. Si vous êtes intéressé par d'autres événements prochainement sur la politique, nous vous proposons 3 événements en ligne. Donc, tout d'abord, un atelier sur les élections françaises les samedis 9 et 23 avril et un atelier sur la PFUE du 29 avril au 17 juin qui sont proposés par l'Alliance d'Amsterdam et une conférence sur la PFUE qui aura lieu le jeudi 5 mai à l'Alliance de Rotterdam. Pardon, en ligne, toujours. Donc, vous pouvez rester au courant sur les sites internet. Nous vous souhaitons une très bonne soirée et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.